Bienvenue sur Carcassonne Online. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, nous plongeons dans les mystères de notre passé. Flash Info, un géant de pierre enjambe les eaux de l'Aude. Son nom, le Pont Vieux. Ouais, un édifice colossal en fait. Exactement. Et l'objectif de notre exploration d'aujourd'hui, c'est de révéler les sombres secrets de ce pont qui sépare la Bastide Saint-Louis de la majestueuse cité médiévale. Parce que c'est vrai, quand on s'y promène, c'est un passage de plus de 200 mètres, mais ça cache une histoire beaucoup plus chaotique qu'il n'y paraît au premier regard. Ah mais totalement. Et justement, pour comprendre ce chaos, il faut remonter à sa naissance, au tout début du XIVe siècle. Il vient remplacer un ancien pont en bois, en fait. Un pont qui avait complètement disparu après la croisade des Albigeois, oui. Tu sais, cette guerre religieuse et politique hyper brutale qui a vraiment ravagé et redessiné toute la région. C'est ça. Mais quand on observe ce nouveau pont en pierre, il y a un truc qui cloche. Moi, j'ai regardé les plans, il y a 12 arches au total. Ouais, 12 arches. Sauf qu'aucune n'a la même taille. L'ouverture, elle varie entre 10 et 14 mètres. Mais pourquoi faire ça ? Enfin, je veux dire, c'est pas du tout logique pour un ouvrage de cette envergure. C'est parce que l'architecture trahit littéralement la mécanique financière de l'époque. On n'a pas simplement débloqué un budget global pour tout construire d'un coup. Ah, d'accord, c'était pas financé d'avance. Pas du tout. C'était une véritable mosaïque fiscale, quoi. En gros, on construisait une arche et les caisses se vidaient. C'est fou. Du coup, il fallait lever un nouvel impôt sur la population, attendre que l'argent rentre et reprendre le chantier des années plus tard. Le pont avançait au-dessus de l'eau, mais vraiment au rythme saccadé des taxes. Non mais, donc on s'arrêtait en plein milieu du fleuve en attendant que les habitants payent. J'imagine que devoir financer cet énorme chantier, taxe après taxe, ça n'a pas vraiment aidé à apaiser les tensions locales. C'est clair. Et c'est là qu'est le grand paradoxe de cette construction. À la base, le roi venait de raser les anciens faubourgs rebelles et d'assainir les marécages pour créer la ville basse. D'accord, donc une volonté de renouveau. Voilà. Ce pont devait symboliser une renaissance, relier les habitants. Mais au lieu de ça, il est devenu une véritable ligne de faille. Une frontière suspendue en fait. Entre deux factions de la ville qui se détestaient profondément ? Exactement. Mais attends, comment ça fonctionne concrètement ? Une frontière sur un pont au Moyen-Âge ? Je veux dire, c'est pas comme s'il y avait un péage moderne ou une barrière de douane au milieu de l'eau. Non, bien sûr que non. Comment on empêche deux communautés enragées de s'entretuer sur un passage aussi étroit ? Il y avait une délimitation physique très claire. Sur l'arche centrale, en plein milieu du vide, se dressait un arc en pierre. Ça marquait la limite diplomatique, millimétrée. Ah, une vraie frontière visuelle. C'est ça, une sorte de zone démilitarisée médiévale. Quand les conflits éclataient, entre la ville haute et la ville basse, c'est exactement à cet endroit, au-dessus du courant, que les émissaires se retrouvaient. Pour signer des traités de paix. Ouais, voilà. Le pont divisait les esprits, mais la réalité matérielle, elle forçait les gens à se croiser au quotidien. Surtout que l'activité économique ne s'arrêtait pas aux querelles politiques. Les abords du pont, c'était qu'une véritable ruche industrielle, non ? Ah oui, complètement. La manufacture royale de draps tournait à plein régime. L'industrie textile naissante, en fait, elle unissait ces deux mondes rivaux par la simple force de l'économie. L'argent fait oublier la politique, quoi. On peut dire ça, et puis on y trouvait aussi la chapelle Notre-Dame de la Santé, qui est d'ailleurs le dernier vestige d'un grand hôpital du XVe siècle. C'était bruyant, c'était pollué, frénétique. Ce bruit et cette fureur, ça contraste de manière super saisissante avec l'atmosphère d'aujourd'hui. L'ouvrage est maintenant exclusivement réservé aux piétons. C'est beaucoup plus calme, oui. Et quand le brouillard se lève à la nuit tombée, la forteresse illuminée donne l'impression de flotter au loin, encadrée par la montagne noire et les sommets acérés des Pyrénées. C'est un décor irréel. Mais cette tranquillité majestueuse, elle masque quand même de lourdes cicatrices. La structure a survécu à l'effondrement tragique de 2 de ses arches en 1436. Ah oui, c'est pas rien. Et sans parler des remaniements esthétiques très discutables de 1820. Des épreuves littéralement gravées dans la pierre. Et aujourd'hui, si on s'arrête pile à l'emplacement de cette ancienne frontière suspendue, on trouve une croix mutilée portant à Christ érodé par le temps. Ouais, un témoin silencieux de toute cette histoire. Et en le contemplant, une question s'impose. Quels autres serments inavouables ou quel pacte oublié dorment encore sous les eaux sombres de l'Aude, à jamais silencieux ?